Allô, c'est Alexandra côté d'Eur et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué. PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 23. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alexandra Côté-Deux. Comment ça va, Alexandra? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci d'être là. Donc, tu es photographe d'aventure, tu es passionné de plein air, alpinisme, course à pied, tu fais vraiment un peu de tout. Puis je pense que ça va être intéressant de... Ben, j'aime toujours ça, sortir des sentiers battus. On dirait que je dis ça à chaque épisode, puis le nom du podcast, c'est pas sorti du bois, mais j'aime ça, sortir du classique raconte-moi ta course et tout. C'est intéressant, mais là, ça fait longtemps qu'on a eu des vraies courses au Québec. Fait que j'aime ça diversifier, puis rencontrer d'autres gens qui gravitent autour du monde de la course à pied. Tu es une coureuse, tu es aussi une photographe qui a fait des shooting photos avec des coureurs. Fait que je trouve ça super intéressant qu'on puisse jaser de ça, de jaser d'images. On dirait que moi, ce que je fais avec le balado, c'est de mettre en lumière des gens. Puis c'est facile, ma job. Là, j'ouvre le micro, on prend une bière, puis on fait découvrir des personnes. Mais je trouve qu'avec la photographie, c'est comme ça, mais à un niveau supérieur, de faire découvrir des gens, faire découvrir des personnalités, puis de réussir à faire ressentir ça. Moi, c'est facile. J'ai 1 heure et demie de blabla pour faire ressentir une personnalité. Toi, tu as un cliché. Puis tu le fais vraiment très bien. Je te lance des fleurs en partant comme ça, mais si vous pouvez aller voir ce que Alexandra fait, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu bois, Alexandra? Je bois un thé à la vanille et camomille. Excellent. Il vient de où ton thé? C'est le temps de faire du name dropping. Il vient du IGA. Oh! Ouais, écoute, c'est un thé... je sais pas c'est quoi le nom de la marque, mais c'est une petite boîte, puis elle est vraiment cute, puis il y a un petit ours dessus. Fait que j'ai été vendue un peu sur le branding, il est en rabais, puis c'est ce que je bois. Bon, ben, le branding que tu as eu, c'est parfait. Une boîte avec l'ours. Moi, de mon côté, j'ai une cream ale framboise. Écoute, moi, je viens de souper. On est mercredi soir. C'est parfait. C'est comme un dessert, une cream ale framboise de la microbrasserie Knowlton Company. En fait, je remercie les boutiques Cheers à Montréal. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'épisode. Vous connaissez les boutiques Cheers. Un dépanneur à bière pour les gens de Montréal avec une super sélection de bières de microbrasserie, des trucs exclusifs, des packs exclusifs. Puis les gens de Montréal, ben, vous pouvez commander avant 16h puis vous voulez votre bière direct chez vous. C'est comme parfait pour le confinement. Donc, merci Cheers pour cette cream ale framboise. Je ne suis pas un gars de cream ale, je ne suis pas un gars de bière aux framboises. Puis pour vrai, je dis même pas ça, on ne me donne rien pour le dire. Elle est vraiment bonne. Donc, cheers à toi, Alexandra. Cheers! Donc, je le disais, tu es photographe d'aventure, photographe de plein air, photographe point, on peut dire ça comme ça. Et tu es une fille de plein air, course à pied, alpinisme, hiking et tout ça. Parle-moi de toi, présente-toi à mes auditeurs, dis-moi d'où tu viens, comment la photographie, la course à pied, comment tout ça est entré dans ta vie. Je suis photographe commercial qui se spécialise en plein air et aventure. Fait que, dans le fond, fait que c'est ça. La plupart de mes mandats, c'est avec des compagnies comme mes clients, c'est B-Side, la CEPAC, Combi, bref, plein de compagnies comme Arcana, entre autres. Puis c'est ça, mais moi, je suis née au Québec, mais j'ai grandi en Ontario, dans un petit village. Puis j'ai tout le temps été un peu dans le plein air depuis que je suis jeune. Genre, j'aimerais dire que je suis née dans le bois, mais je suis née à l'hôpital Sainte-Agathe, qui est quand même pas super. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été comme un peu tu sais,
tout ce qui est plein air, aventure. J'ai eu une petite passe au secondaire où que j'étais rendue. Ah, c'est mon chien. Salut, comment il s'appelle? Hello! Salut, hello! On a de la visite dans le podcast. C'est la première fois que je reçois une invitée et son animal. Fait que c'est vraiment cool. C'est ça. Il est là partout avec moi. Mais fait que c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai toujours grandi un peu dans le plein air aventure. C'est sûr que je viens d'un petit village qui s'appelle Port Elgin, donc c'est à côté du Grand Lac, le lac Huron. Fait à la base, j'étais vraiment mordue de, tu sais, tout ce qui est rapport avec la nage, comme je pouvais rester des heures dans le lac. Puis mon père, tu sais, il était comme 9 h du soir, puis il est comme « Alex, il faut que tu rentres. » Puis c'est ça, puis dans le fond, après ça, j'ai fait une partie de ma jeunesse au Québec. Puis c'est drôle parce que je pense un peu à la course, puis moi, je suis pas quelqu'un qui était vraiment, tu sais, comme Strava et tout avant. On dirait que c'est la dernière année que oui, mais j'ai toujours tripé dans tout ce qui est cardio. J'aime souffrir, en fait. Bienvenue dans le club. Puis, fait que la course, en fait, est venue quand j'étais à l'école, au primaire, je faisais l'équipe de cross-country. Puis après ça, au secondaire, j'ai fait un peu de track and field. Je trouvais ça vraiment cool. Puis après ça, j'ai fait du basket. Fait que ça n'a comme pas vraiment rapport le basket, mais c'était quelque chose que je pouvais faire à l'intérieur l'hiver, puis j'aimais courir. Fait que je me suis dit que... Une façon de courir l'hiver sans être dehors à moins 20. C'est ça. Puis après ça, après que j'aille fini mon cours en photo commerciale, j'ai eu une job où que j'ai travaillé chez Lululemon en tant que photographe. Puis c'est là que j'ai recommencé à courir, mais c'était plus... c'était un peu plus récurrent parce que je travaillais beaucoup avec des coureurs. Fait que c'est un peu comme ça, mais tu sais, je portais jamais une montre sur moi. Tu sais, je regardais jamais comme le kilométrage. J'allais souvent dans le bas, comme à Vancouver ou tu sais, à Tremblant et tout, mais tu sais, je checkais jamais vraiment combien je faisais. Je pensais que j'ai fait une course une fois, puis c'était une course en trail il y a environ 4 ans. Puis c'était à Val-David. Puis j'ai fait un 5 kilos, puis je pars juste avant de partir, ils ont nommé mon nom. Puis j'ai appris que j'ai gagné le 5 kilos de trail. Mais genre, je comprenais vraiment pas. J'ai encore ma médaille. Je genre, ah ouais, j'ai gagné dans ma catégorie d'âge. Fait que ça n'a vraiment pas rapport. Puis, mais je te dirais que c'est dans la dernière année que j'ai vraiment commencé à plus ou moins m'intéresser à tout ce qui est ultra, puis la course en sentier, puis vraiment un peu plus intense. Fait que là, je me suis inscrite à Strava, puis j'ai genre commencé à comprendre c'était quoi, genre noter mon kilométrage, puis ben c'est ça. Puis dans le fond, la photo, ben c'est un beau compliment parce que vu que je suis photographe d'aventure, ben souvent, tu sais, je suis mes athlètes dans des environnements assez intenses. Fait que de pouvoir faire de la course en sentier, ben ça m'a juste un peu rapproché à mon sujet. Puis c'est ça. Fait à force de capturer des moments de course, tu t'es dit, ben, moi aussi, je vais en faire. Puis de là est venu l'intérêt. Mais c'est quand même un bon background de dire que tu as toujours été actif, tu as toujours bougé. Tu savais pas quel kilométrage, quel temps tu faisais, puis c'est quasiment la meilleure chose. Moi, c'est ce que j'aime le plus, les entraînements où justement, pas de sel. Moi, en plus, je suis vraiment zéro Strava. Ça fait 11 ans que je cours, puis je mets 4 runs par année sur Strava. Puis j'ai juste une phobie de que mon nom ne soit pas pris en note à un ravito. Puis là, à la fin, ils te disent, hey, t'as pas passé au ravito numéro 7, fait que t'es disqualifié. Je peux comme faire, hey, voici ma run Strava, mais c'est tout. Je fais juste, mon Strava, c'est juste mes race days, c'est tout. Ouais. Mais c'est le fun d'avoir cette approche-là qui est plus naturelle. Puis ça fait que la première fois que tu vas à une ligne de départ, ben, tu gagnes le 5 km. Pour vrai, là, en tout cas, ça m'a vraiment ébloui. Là. Mon père qui était là, puis j'étais comme, quoi? Je venais à la job le lendemain, comme j'ai gagné, guys. Mais non, c'est ça. Tu sais, j'ai travaillé, ça fait 1 an, puis je trouve ça intéressant, mais pas l'aspect, tu sais, comme, oh my god, le segment, puis tout, parce que je suis vraiment pas comme ça. Comme moi, je vais genre laisser ma montre allumée, puis même si je prends une pause d'1 heure, ben, ça compte dans mon travail. Ben oui. Mais tu sais, je trouve ça juste cool de pouvoir un peu voir ce que les gens font, puis aussi d'inspirer les gens autour de nous, là, de vouloir bouger. Puis des fois, c'est le fun de pouvoir voir
nos temps et tout. Mais ouais, c'est nouveau d'un an. Là. Mais c'est une satisfaction personnelle aussi, je pense, qui vient avec Ben, ça, de c'est dire je vois que je progresse. Tu sais, quand on ne prend pas de notes, quand on note pas ça, tu sais, je dis que j'ai pas Strava, j'ai un fichier Excel qui a 11 ans. Il y a du stock dedans, mais c'est le fun de voir cette progression-là puis de se comparer avec soi-même. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que tu dis que tu étais photographe. Comment tu t'es spécialisé là-dedans à faire de la photographie de plein air, d'aventure, de course? Fait que, écoute, c'est ça, moi, je suis vraiment chanceuse de trouver ma passion en photo depuis que je suis vraiment jeune. J'avais 16 ans quand mon père m'avait acheté ma première caméra qui était une Rebel T3. C'est genre même pas la T3i, le T3. Puis ça, c'était dans le temps où que mon village, là, où que je vivais, on venait d'avoir un Walmart. Là. C'était révolutionnaire qu'il y ait un Walmart. Là. Fait que là, il m'a acheté un T3, puis là, j'ai commencé à shooter, puis prendre plein de photos. Puis moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes en santé mentale, fait que j'ai plusieurs maladies en santé mentale. Puis, fait que pour moi, la photo, ça m'a pu comme raconter mon histoire, puis être autour des gens sans nécessairement devoir tout le temps jaser, puis tout, puis juste comme connecter avec des gens. Fait que c'est ça. Puis mon père, un jour, il m'a dit, écoute, pourquoi tu fais pas de la photo? Tu sais, tu pourrais devenir photographe. Puis, tu sais, au début, je suis comme, tu peux pas vraiment faire ça comme carrière. Puis là, il me sort tout son gros kit de caméra argentique. Puis il m'a dit, ben Alex, avant d'être pilote, je voulais être photographe. Puis il m'a tout montré ses vieilles lentilles. Puis là, j'ai commencé un peu à trouver ça intéressant. Puis, ben c'est ça, j'ai jamais arrêté. Ça a toujours été ma passion. Puis, tu sais, je m'en souviens, j'étais allée au cégep parce que dans le fond, j'ai fait mon secondaire 5 au Québec. Puis là, il fallait que je rentre au cégep. Mais je savais que je voulais être photographe. Fait que je rentrais au cégep en théâtre. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, les gens me le demandent. Je suis comme non, mais j'ai vraiment pas toffé. Puis ça l'a pris 2 semaines. Puis j'étais dans un cours de philo. Puis j'étais genre non. Puis je suis partie à ma pause, je suis même pas allée à mon casier pour vider mon casier, là. Comme j'ai juste parti, puis j'ai jamais revenu. Puis j'ai dit, je veux être photographe. Je me suis inscrite dans un AEC de photo commerciale parce que mon père, il est vraiment conservateur. Puis là, il était comme, là, t'es plus au cégep, faut que tu fasses un cours, fait que pour réussir dans la vie. Fait que je me suis inscrite à ça au collège Marsan. Fait que ça, c'est à Montréal, puis c'est un AEC. La raison pourquoi j'ai pris ça, c'est que tu peux le faire en 14 mois. Tu peux le faire le plus vite possible. Puis j'avais l'opportunité d'avoir une bourse d'études, fait que j'ai pu mettre cet argent-là là-dedans, puis m'acheter du bon équipement. Fait que j'ai fait ça. Puis, mais à travers Marsan, j'ai vraiment piqué une curiosité avec tout ce qui est éclairage commercial en studio. Fait que c'était comme mon petit moment bizarre dans ma vie où que j'ai comme passé à côté du plein air aventure, puis je suis restée comme un peu dans la mode des portraits. Ce qui est correct parce que ça m'a fait réaliser à quel point que j'aimais vraiment pas ça. Ben, c'est bon, des fois, il faut le faire pour se rendre compte qu'on n'aime pas ça. C'est parfait. Puis, puis c'est ça, puis j'ai réalisé que j'avais encore plus d'anxiété et tout face à être en ville. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec, plusieurs maladies en santé mentale, je vais le dire. Donc, anxiété généralisée, anxiété sociale, dépression chronique, mais aussi du stress post-traumatique. Fait que ça, c'est vraiment le plus grave. Et alors, il y avait un événement déclencheur traumatique dans ma vie. Alors, j'avais peur de sortir en public. Fait que pour moi, la ville, c'est vraiment pas quelque chose, puis le studio, puis être avec plein de gens. Mais ce qui me faisait vraiment du bien, c'était d'aller en nature, puis aller courir ou aller juste en aventure avec ma caméra, camping, peu importe. Fait que je me suis dit, j'étais allée en ligne, puis j'ai appliqué à une compagnie qui s'appelle Lululemon. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une compagnie de yoga, course, plein air, sport, basée à Vancouver. Puis j'ai été engagée. Fait que j'ai travaillé là en tant que photographe. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point je tripais avec la nature, tout ce qui est à l'extérieur aussi. Oui, on faisait beaucoup de studio, mais particulièrement les shoots, avec les ambassadeurs de course et tout ce qui était en lien avec l'extérieur, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je tripais. Puis je me sentais vraiment plus calme. Fait que je savais que, bon, il faut que je reste dans ce game-là.
Puis je touchais quand même à de la mode, mais c'était de la mode, tu sais, plus authentique, plus sport. Fait que ça allait bien avec qui j'étais. Puis j'ai travaillé là. Puis après ça, ben j'ai quitté. Puis je suis partie à mon compte. OK. Fait que tu as commencé par Lululemon. C'est ça qui t'a comme Ouais. donné la Ouais. piqûre vers Puis, c'est ça. Puis, tu sais, je te dirais, Loulou, c'était vraiment une belle opportunité parce que j'ai beaucoup appris comment travailler avec des grosses productions. Tu sais, je m'en souviens une fois quand on était à Hawaï pendant une semaine, puis, tu sais, c'était fou, là. C'était de trouver tous les endroits, mais aussi, on était une immense équipe, producteurs, graphistes, vidéastes, etc. Puis, fait que j'ai vraiment, vraiment travaillé puis, en équipe là-bas, puis ça m'a vraiment permis de, quand j'ai quitté pour aller à mon compte, de comprendre un peu ce game-là, puis comment approcher mes clients, mais aussi un peu, tu sais, comment travailler en grosse prod. Mm-hmm. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt quand tu expliquais que la photo te permet comme de sociabiliser. Est-ce que c'est comme une facilité parce qu'il y a une porte d'entrée? Tu sais, dans la vie, je te comprends, c'est hyper difficile de, mettons, voir un groupe de coureurs quand tu croises en sentier puis d'aller vers eux puis jaser. Là, ils t'engagent pour un shoot ou tu shootes avec eux, peu importe. Ben, il y a comme ce lien-là qui est créé de base de par le rôle photographe et j'allais dire top modèle, mais sujet. Allons-y pour sujet. Ou top modèle. Écoute, les coureurs, c'est des très belles personnes, on va se le dire. Bien, bon. Mais oui, écoute, tu sais, pour vrai, la photo, mais tu sais, c'est drôle là, en ce moment avec la COVID, on n'a plus vraiment d'événements et tout, mais tu sais, c'est comme chaque fois que j'allais dans un événement, écoute, moi, je suis vraiment comme, je parle pas, je suis dans mon coin. Puis, fait, quand que je faisais des contrats, tu sais, écoute, la première fois que je faisais un contrat avec la CEPAC, tu sais, on était en grosse gang, puis j'étais tellement gênée, mais j'étais là avec ma caméra, puis là, on commençait à jaser de photos, puis que, amis, puis, fait que, oui, fait que pour moi, la photo, c'est juste, ça me permet de, tu sais, de me concentrer sur mon art puis de pouvoir parler à travers mon art. Puis, tu sais, je fais beaucoup de photos, de paysages et tout, puis j'aime bien raconter mes histoires, puis raconter les histoires des gens que je trouve vraiment inspirants aussi. Fait que ça m'aide aussi à travailler sur moi-même. Mais oui, tu sais, la photo, ça a été... oui, c'est ma carrière, c'est ma passion, mais c'est aussi un peu comme ma thérapie auquel que je suis capable de pouvoir passer à travers mes journées puis de pouvoir socialiser. Ouais, c'est intéressant parce que il n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'un gars qui s'appelle Ricky Gates. Je ne sais pas si tu connais, c'est un coureur de trail, puis ça fait près de 10 ans qu'il n'a pas fait une ligne de départ. Il est vraiment en mode aventure. Il a traversé les États-Unis, un super film Trans-Americana où il traverse les États-Unis, puis il explique lui, toi tu parles de la photographie, mais de la course. Lui, il parle vraiment de la course comme étant un élément qui c'est pas juste un sport, c'est pas juste une activité, c'est pas juste un hobby, c'est une façon de connecter. Puis il voulait comme montrer à quel point la course permet de connecter avec les gens. Tu sais, il traversait les États-Unis, puis il y avait un genre tu sais, les gens qui courent avec des enfants dans une poussette de course, mais lui, c'était son gear qui traînait, puis il traversait les États-Unis comme ça, puis les gens l'arrêtaient, ils jasaient, puis lui, c'était au lendemain de l'élection de Trump, puis il voulait aller voir l'Amérique profonde qu'il disait, tu sais, lui vivant en Californie, là où Trump, il passait même pas proche d'être élu, puis il dit, je veux aller parler avec les gens en Arkansas, puis comprendre, puis il racontait à quel point ça va être une expérience humaine, puis au-delà de l'exploit sportif de traverser les États-Unis à la course, il disait que c'était surtout une expérience d'avoir connecté avec les gens, puis que c'est ça que la course lui avait permis, puis je trace ce parallèle-là parce que, comment tu l'expliques, c'est super intéressant de voir que la photographie, puis le plein air, pleine nature, permet cette connexion-là qui peut-être n'arriverait pas de cette façon-là, puis les gens que tu rencontres, tu n'aurais peut-être pas ces relations-là qui se développent sans photographie, course, plein air et tout ça. Non, c'est ça, c'est certain. Puis, tu sais, c'est ça, là, c'est juste un moyen de connecter puis de se sentir bien. Puis même quand je cours en sentier, écoute, tu sais, ça me fait du bien parce que oui, tu sais, la photo, c'est ma job, c'est ma carrière, mais aussi, il faut que je trouve une manière de déconnecter à quelque part aussi. Fait que pour moi, c'est ça, c'est la course en sentier. Je faisais beaucoup de surf avant, mais là, avec la pandémie et tout, puis maintenant, je suis à Mont-Tremblant, fait que c'est un peu plus long. Plus dur, surfer à Tremblay, paraît. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben écoute, pour moi, je me suis dit, bon, ben la course, c'est accessible, il y a beaucoup de trails ici. Fait que pour moi, de courir en sentier, c'est aussi un moyen de déconnecter. Là. Je cours rarement avec des gens. Des fois, c'est tout le temps les mêmes personnes, mais de pouvoir juste me donner du temps de juste refresh puis de me sentir bien. Puis
sais, on l'entend tout, ce mot-là là, de runner's high, mais ça nous fait tellement du bien. Puis quand j'ai été, tu sais, j'avais beaucoup de problèmes avec ma santé, puis ma santé mentale. Puis quand j'étais admise à l'hôpital, ils m'ont dit justement la course, c'est un des meilleurs sports à faire pour convaincre comme toutes les maladies en santé mentale parce que c'est un niveau de cardio assez intense, puis c'est ça qu'on a besoin. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis on dirait que quand ils m'ont dit ça, j'ai toujours commencé à courir un peu, même si c'était pas sur Strava ou je faisais pas de course. C'était vraiment quelque chose comme pour moi qui était important pour ma santé mentale. Puis c'est devenu une passion aussi par la suite, puis de vouloir faire des ultras et tout. Là. Fait que c'est ça. Ouais. C'est intéressant de voir que c'est pas juste parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent que les gens, ça leur fait du bien. Puis moi, je le répète à ce podcast-là, que des fois, j'ai les idées un peu brouillons, puis c'est ça qui vient comme remettre les petites choses dans leur boîte. Là, moi, je vois vraiment comme ça que ça te permet de remettre les bonnes affaires dans les bonnes boîtes, là, puis on repart à neuf. Mais c'est intéressant de voir que la science puis la médecine corrobore avec ce qu'on dit des fois, c'est thérapeutique. C'est ma thérapie à aller courir. On entend ça partout. C'est cute, c'est beau, puis on le sent, c'est vrai, je suis 100% d'accord. Mais des fois, on se dit, OK, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui l'explique? Puis c'est le fun d'entendre que c'est vrai, que la médecine le dit. T'sais. Puis c'est ça, tu sais, mon psychiatre, il m'a dit justement, il faut un minimum de 30 minutes par jour pour voir une grosse différence au niveau de la santé mentale. Mais si on n'est pas capable de faire 30 minutes par jour, de simplement faire 1 heure de course 5 fois par semaine, ça va faire un gros changement à la santé mentale des gens. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant, toutes ces statistiques-là, si on veut, parce que ça fait juste renforcer un peu toutes les connaissances que nous, on connaît un peu là, sur ça. Donc, ouais. Puis tu as vu l'effet quand tu t'es mis à plus courir. Tu dis que tu as toujours couru, mais là, tu sembles le faire de manière beaucoup plus régulière puis organisée avec des objectifs en tête. Est-ce que tu as senti cette différence-là? Ben oui, écoute, c'est ça, c'est depuis janvier que je te dirais que j'ai vraiment commencé à courir intense parce que écoute, j'ai eu une année assez difficile en 2019 où que je ne pouvais plus travailler. J'étais vraiment en arrêt. J'avais peur de sortir de chez nous, comme aller faire le tour du bloc. Je faisais des petits laps autour du bloc, mais sinon, c'était vraiment tout. Fait qu'en janvier, je me suis dit, bon, je vais recommencer. Entre autres, je me suis inscrite au Québec Mega Trail. OK. C'est la COVID. Ça m'a donné un peu comme un but de OK, là, il faut vraiment que je recommence à courir puis que je prenne ça sérieusement. Finalement, bon, avec la COVID et tout, on n'a pas pu faire la course, mais ça m'a quand même permis à me pousser encore plus loin. Puis, tu sais, je ne suis pas déçue de tout ça. Puis, honnêtement, je continue à courir comme si j'avais une course dans un mois. Là. C'est quelque chose qui est comme juste un peu stické sur moi. Puis, mais ça fait depuis janvier dernier que je te dirais, j'ai vraiment recommencé. Puis oui, je vois une grosse différence dans mon humeur. Même des fois, quand je suis en manque d'inspiration, puis tu sais, je fais beaucoup de travail à l'ordi, puis là, il faut que je parte pour penser à un concept photo pour mon client, je vais partir courir en sentier 2-3 heures, je reviens, puis j'ai plein d'idées. Fait que la plupart du temps, mes idées viennent quand je cours ou que je suis en plein air. C'est inspirant, puis je pense que de faire du cardio, d'être à haute intensité, ou même si c'est pas de la course à full intensité, d'être en mouvement, je sais pas c'est quoi, puis peut-être qu'un psychiatre, un psychologue, un médecin qui nous écoute pourra nous l'expliquer concrètement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui génère, puis qui, comme tu dis, moi aussi, j'ai un travail qui est créatif, pas du même genre, mais il y a beaucoup de créativité dans mon travail, puis quand je suis bloqué, je sais que la course va venir donner un sens à ça, puis l'aligner, mais je trouve ça le fun de voir que c'est le même pour d'autres personnes. Puis ça me rappelle sur le balado Le Grand Écart de Jean-Philippe Vautier qui parle de course en santé. À un moment donné, au début du podcast, il recevait un gars, je ne me rappelle pas c'était qui, les gars travaillaient en pub ou peu importe, puis il disait qu'il chargeait à ses clients ses heures de course parce qu'il dit c'est là que je suis le plus créatif, je reviens puis j'ai des pitchs complets, puis je ne peux plus leur charger des brainstorms parce que je les fais pendant ma course. Bon, c'est une exagération peut-être, mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a plein de gens pour qui c'est comme ça. Là. Oui, j'entends ça de tout le monde. Là. Puis souvent, mes amis qui sont comme « Ah, là, je suis fatiguée. » Va marcher ou va courir un petit 5 minutes, puis reviens, tu vas voir. Donc, ouais.
Tu étais inscrite à quelle distance au Québec Mégatrail? Le Québec Mega Trail, je me suis inscrite aux 50 à cause du dénivelé. Je suis genre, ouais, je pense que genre, je vais faire les 50. Fort fort quand même. C'est ça, ouais. Parce que Jean Fortier, le directeur du QMT, a dit sur ce micro que c'est probablement le 50K le plus difficile au Canada, puis je le crois pour l'avoir fait. Ouais, non, c'est ça, je le crois aussi. Puis avec toutes mes amies que je connais qui l'ont fait, ils m'ont tous dit ouais. Puis tu sais, puis là, cette année, 2021, je vais faire le 80 Arcana, puis sûrement le 80 Bromont, mais c'est à voir, là. J'ai encore le temps. Arcana, c'est cool parce que j'ai pu la documenter. Fait que j'avais un mandat spécial de couvrir les 3 élites de chaque catégorie. OK. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis on dirait qu'à travers toute cette journée-là, c'était comme un 40. C'est ça que j'allais dire. Une longue journée. Ouais, on était réveillés. Moi, dans le fond, mon cadran il était à 11h du soir le vendredi. Puis on commence, ouais. Puis on a fini le dimanche matin à 1h du matin. J'étais arrivée dans ma chambre. Puis là, il fallait qu'on se réveille à 8h pour aller faire les prix. Mais c'était à travers tout ce périple-là que j'ai tellement... tu sais, j'adore Arcana, j'adore le vibe. Tu sais, Marlene, c'est une personne incroyable. Puis l'équipe média auquel j'ai travaillé avec, fait que moi, j'étais avec une équipe média spéciale, fait que ceux qui faisaient le vidéo puis tout le contenu pour les élites, pour World Trail... Ultra Trail World Tour. Ouais, c'est exact. À 2, on va le trouver. Fait que c'est ça. Puis... écoute, tu sais, voir toute l'émotion de tout, puis de pouvoir documenter, tu sais, du départ que j'étais dans l'autobus du 125, puis de pouvoir documenter les coureurs dans leur banc d'autobus à juste focusser au départ, au mi-chemin, au checkpoint, au ravito, jusqu'à la fin de les voir arriver, c'était vraiment, c'était beau. Je pleurais. Je pleurais vraiment. Je pense que j'ai tellement pleuré quand Catherine Lermire elle a traversé la ligne d'arrivée. Puis je pense que personne, on s'attendait que ça soit elle non plus. Fait que puis le lendemain, c'est ça. Fait que j'étais allée aux remises des prix, puis j'ai parlé à Marlene, puis j'ai dit écoute, Marlene, l'année prochaine, je veux pas la photographier, je veux la courir. Puis elle me dit, écoute, je vais t'inscrire. Fait que là, OK, je vais faire la 80. Puis, mais c'était vraiment cool. Fait que de pouvoir, oui, le documenter puis l'avoir de mon point de vue, mais aussi de la faire après, comme pour cette année, puis de sentir un peu les émotions que j'ai pu documenter, ça va être vraiment spécial. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est comme la continuité d'un cycle, de le vivre à travers ces élites-là, ces athlètes-là. Et après ça, de revivre à un autre niveau intérieurement, d'être là sur place puis de faire ces sentiers-là. Comment vous faisiez pour justement suivre les élites? Parce qu'on sait qu'Arcana, c'est une course où c'est pas une course où il y a beaucoup d'accès. Il y a d'autres courses plus faciles de rentrer sur le sentier à un moment ou à un autre. Les ravitaux sont éloignés, puis il y a une raison pour ça à Arcana, c'est bien profond dans le bois. Comme je t'ai dit, écoute, on avait une rencontre avant, on avait des rencontres sur Zoom aussi des mois avant, d'essayer de voir un peu les logistiques. Fait que moi, la seule partie que j'ai pas pu photographier, c'était le Mont des Morias parce que c'est quand même intense rendre là. Puis j'aurais pas pu faire ça pour me rendre voir les 3 premiers, puis après ça repartir. Non, c'est... Fait qu'on avait 2 personnes qui ont campé la nuit d'avant, le vendredi soir. Fait qu'eux, ils ont campé, il y avait le radio, fait que nous, on avait les gros walkie-talkies vraiment intenses. On a appris mi-chemin que le mien ne fonctionnait pas. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est... il y avait comme un peu notre productrice d'équipe qui nous aidait, qui nous acheminait. On avait 2 autos, on avait des 4 roues, on avait, je pense, 4 roues. Fait que, il y avait des points où que moi, je partais à courir en bas du trail. Puis, on savait que, OK, Elliot vient de partir là, fait qu'il devrait arriver dans environ 1 heure, 2 heures. Fait que t'as genre 1 heure pour te rendre. Là, t'arrives là, puis là, t'attends. Puis c'est ça, c'est le waiting game. T'as pas de réseau, rien. Fait que t'espères que t'es ton beau spot. Il passe, puis dès que le 3e part, là,
tu dois repartir en courant, tu repars, puis tu prends le 4 roues, tu repars sur les petits chemins de gravelle. Puis, tu sais, je m'en souviens, il y avait un point où que, justement, il y avait un des assistants qui conduisait le 4 roues. Moi, j'étais en arrière, puis je chutais comme Guillaume Barrier dans les trails. Là. C'était vraiment sketch. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Là. J'étais genre, oh my God, c'est tellement intense. Mais, ouais, c'est ça. C'était assez particulier. Mais on a réussi. Puis c'était vraiment cool. Puis là, à la fin, ben, c'était tout simplement attendre à l'arrivée, qui était vraiment long. Tu sais, les premiers gars de 125 comparé aux premières filles, c'était vraiment Ben, c'est quoi? long. Ça s'est gagné en 13h quelques, puis Ouais, Catherine a fini en 20h quelques. ouais, Fait c'est que... ça. Fait que c'était quand même vraiment long. Puis moi, on n'avait pas mangé, là. Je pense que je me nourrissais de Bornac. J'avais des gourous. Puis là, mi-chemin, j'ai réussi à avoir une petite soupe d'un ravito, mais sinon, c'était comme, tu sais, t'es on the go all the time, là. Fait que C'est quasiment une épreuve d'endurance en soi de faire la photo pour vraiment Alicana. intense, là. J'étais fatiguée, je rentrais dans ma chambre, je suis comme, oh my God, OK, là. Comme, ça fait plus que 24 heures, là. Ah, c'est ça, t'as couru plus longtemps, t'as été debout plus longtemps que la plupart des coureurs qui ont fait le 125. Ouais, mais c'était vraiment cool. Puis écoute, tu sais, c'est difficile, mais c'est tellement le fun. Puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est tellement émouvant. Puis je pense que c'était ça, tu sais. Je suis rentrée dans ma chambre, mais je me suis même pas couchée. J'ai loadé les photos parce que je voulais juste revoir l'événement dans ma tête. Puis j'avais un high. Puis, tu sais, de revoir aussi certains des coureurs le lendemain, puis de jaser avec eux, là, c'était vraiment inspirant, puis ça m'a vraiment comme inspiré à pousser un peu ma photo, puis de documenter les coureurs en sentier en particulier, parce que c'est quelque chose que je suis vraiment passionnée, mais aussi de pouvoir tu sais, m'inscrire moi-même à des courses aussi, pour pouvoir expérimenter ça. Ah oui. C'était une longue journée. Y a-tu des choses que tu as été témoin des souhaits? Tu sais, des fois, tu dis que tu as fait l'autobus avec les athlètes, que tu as fait le départ. Tu les as vus à plusieurs moments. Y a-tu des apprentissages que tu as fait là-dedans ou juste des choses que tu as vues? Tu te dis, OK, je suis privilégié d'être là, d'être seul dans le bois puis d'être témoin de ce qui se passe. Je pense que le plus beau moment que j'ai vu, là, puis ça, c'était vraiment à l'arrivée quand David a traversé la ligne d'arrivée. J'étais là, c'était moi qui shootais quand il traversait, puis que sa femme puis son enfant, puis je pleurais. Puis j'étais vraiment juste là, puis j'ai des frissons quand j'en parle. Et c'était vraiment émouvant parce que, écoute, je pense que ça fait 4 fois qu'il essaye. Mm. Fait que c'était tellement beau à voir. Puis je pense que ça, c'était vraiment le plus beau moment. Puis c'était de voir, tu sais, de le voir finalement remporter, puis de voir sa famille là, je pense que c'était vraiment beau. Euh, mais sinon, tu sais, je m'en souviens, il y avait la dernière fois où que j'ai vu Alicia Garside, c'est ça? Puis elle, on pensait que c'était elle qui allait gagner. Fait que c'est la première fois que je l'avais vue. Je m'en souviens plus exactement, j'étais où dans le sentier, j'étais vraiment en creux. Et on était passé au moins 60 kilos. Puis tout le monde avant elle avait l'air à souffrir, puis il souriait pas. Puis comme c'est genre, je prenais des photos, puis j'étais comme, oh, pauvre toi. Les gens sont bien dans le creux, là. C'est ça. Puis elle part, puis c'était la première fille, dans le fond, du 125, puis elle arrive, puis elle souriait, le gros sourire dans le visage. Elle vient de Vancouver, fait qu'elle est anglaise, puis on savait jasé un peu avant, fait qu'on, tu sais, elle savait que je suis anglaise, puis je suis like, thank you so much. Puis j'étais genre, oh, you're welcome. Puis, tu sais, on est reparti, puis, mais tu sais, le plus gros sourire de toutes les gens que j'ai vus avant qui souffraient, il avait l'air vraiment sérieux, fait que je trouvais ça vraiment beau, là, aussi, là, de voir que c'est malgré la souffrance de pouvoir voir le sourire des gens, là, c'est vraiment cool. Ah oui, puis ils disent que le sourire, ça peut faire la différence de se forcer à s'en mettre un en face. C'est Hal Corner qui, moi, je pense, le livre, parmi tous les livres de trail, je pense que le meilleur, c'est celui de Hal Corner parce que c'est vraiment un guide. C'est un field guide for ultra running. Ouais. Ce livre-là est parfait. Tu sais, je veux dire, tous les autres sont intéressants, c'est inspirant. J'ai relu celui de Johan Rock parce qu'il sort son deuxième bientôt. Puis, tu sais, tu lis le livre, tu as des frissons, c'est impressionnant. Mais celui de Hal Corner, c'est juste un guide. On dirait que c'est un cours universitaire de comment courir un ultra.
Puis il dit, puis Al Corner est connu dans la communauté pour être le gars qui souffre, qui est sur le bord de DNF à Western State en 2010, puis qui a le gros sourire au ravito, mais il dit lui-même dans son livre, ça a un effet pour vrai, c'est le meilleur des trucs pour se sortir du creux. Oh non, Tous les athlètes ont des trucs différents de penser à des choses positives. Non, mets-toi un sourire d'en face, juste ça peut faire toute la différence. Hein. Oh non, c'est fou, là. Tu sais, c'est scientifiquement prouvé aussi que juste sourire, ça dégage tellement de, de sensations dans la tête, justement, pour être heureux, là, puis plus heureux malgré la souffrance. Non, c'est ça. C'est le fun de voir ton expérience de photographe. Ça se rapproche un peu à un autre niveau que, tu sais, les gens qui font du crew ou surtout du bénévolat dans un ravito. Tu sais, n'importe quel coureur a une histoire d'un bénévole à un ravito qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose, qui a changé une course, puis qui a complètement ramené du positif dans une course. Mais il y a ça aussi, puis c'est le fun d'être témoin de ce qui se passe dans une course extérieurement, tu sais, d'être là dans ton cas, c'est photographe, c'est trippant parce que tu es là et tu essaies de capturer les émotions, mais je pense que quelqu'un qui fait du bénévolat peut revivre un peu ce truc-là. Puis, tu sais, les gens qui écoutent, on veut tous s'inscrire à toutes les courses qu'il y a au Québec, hein, mais on ne peut pas. Physiquement, il faut prendre des breaks, mais si vous voulez aller faire du bénévolat à n'importe quel événement, moi, j'ai adoré ma journée au Transvalley il y a 2 ans, plus que bien des courses, de journées de course où tu es dans le dur et tu n'as pas de fun. Là, j'ai du fun de A à Z. C'est trippant à faire du bénévolat ou juste être présent à une course. Hein. Ah ouais, ou juste être un pit crew pour un projet comme un FKT. Comme moi, j'ai eu la chance de documenter l'essai d'Elliott Cardin en Ah, ok, Gaspésie. t'étais là? Ouais, Très puis cool. tu sais, j'ai trouvé ça vraiment comme c'est ce projet-là auquel que j'ai vu à quel point que tous les bénévoles, pit crew, les pacers, c'est un support incroyable pour Elliott. Puis sans ces gens-là, écoute, on n'aurait pas pu tirer quelque chose d'aussi intense, malgré qu'il n'a pas réussi. Écoute, il y avait plein de problèmes comme la température n'était pas de notre bord et tout, mais c'était vraiment incroyable, puis c'était inspirant, puis tu sais, ça m'a fait réaliser à quel point que, tu sais, on dépend de ces gens-là, puis eux, ils viennent, puis, tu sais, ils dévouent un nombre d'heures, des jours, même une semaine pour se préparer à pouvoir nous, tu sais, aider cette personne-là qui va faire un goal. Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Puis on dirait que j'ai pu documenter tout le arrière-scène de cet essai-là. Fait que c'était vraiment intéressant de pouvoir voir toute la gang le soir là, à boire du vin, puis regarder les maps, puis là, OK, là ça, c'est ça. Puis simplement de vivre l'expérience aussi. Là. Il y avait beaucoup de péripéties. J'en doute pas. T'as-tu des scoops pour nous, des bonnes histoires? Oh mon Dieu! J'allais dire, t'aimes vraiment ça, photographier des sportifs dans des situations extrêmes, parce que non seulement t'es dans le bois, mais Arikana, c'est profond dans le bois, mais là, les chic-chocs, pour ceux qui ne savent pas, Elliott, cet été, il a tenté une traversée des chic-chocs pour un FKT, un Fastest Known Time, puis ça n'a pas marché, mais les chic-chocs, c'est profond. Oh, c'est dur aussi, là. Écoute, il y a tellement eu de péripéties sur ce voyage-là. Je suis habituée de faire beaucoup de grosses expéditions, mais celle-là, elle a été vraiment, vraiment... Moi, j'ai trouvé ça assez drôle, peut-être pas dans le moment. Il y avait des moments où j'étais comme fâchée, puis je pouvais pas contrôler mes émotions, mais tu sais, on est parti il était minuit, on est parti, puis déjà en partant pour la réserve faunique de Matane, le frère à Elliott a pogné un flat. Fait que là, on est là dans le bois, genre à comme 1h, 2h du matin. OK, là, il faut changer. Puis c'était compliqué parce que la roue voulait pas tomber. Fait que, puis là, finalement, on a réussi. Là, après ça, on était en retard pour le départ. Puis bref, là, le départ est parti. Puis nous, c'était vraiment, tu sais, les logistiques en Gaspésie, c'est un autre monde. Fait que, on avait nos vélos de montagne, puis il y avait comme des spots où on disait, OK, ben on sait qu'il va passer dans ce ravito-là, fait que comment se rendre, on va prendre ce sentier-là, mais c'est un sentier comme... C'est pas un sentier tapé. C'est pas un sentier de vélo de montagne. C'est un sentier
comme, Un single track technique qui est tough à passer en course, là. Fait que déjà, moi, tu sais, ça faisait peut-être 2 mois que je faisais du vélo de montagne, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner parce que je savais que, OK, là, ça allait être demandant, puis puis avec toute notre gear photo, puis tout, puis arrivé au ravito, puis là, j'étais toute désorganisée, fatiguée, puis là, on attend, puis on est comme, man, il est passé, là? On attend, là, ça fait 4 heures, OK? Puis là, il passe, puis je te jure, ça prend 2 secondes. Tu sais, il arrive, il prend ses trucs. Moi, ma caméra doit être prête, il faut que j'aille l'achète. Il part, puis après ça, ben c'est comme, OK, ben là, on reprend nos gears, notre vélo, on repart à course. Puis là, on s'en va à l'autre ravito. Là, on voit la crew, là, on se dit, OK, bon, ben on va se rendre. Ah, puis je m'en souviens plus c'était quoi la montagne, j'ai un blanc, mais c'était là où que, dans le fond, il y avait, ben finalement, il a arrêté au sommet, là, j'ai un blanc. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Je sais qu'il y en a un en Gaspésie, dans le coin de Percé. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'était pas dans le coin de Percé, mais c'est vraiment dans le mais il me semble que c'était bon, en tout cas. C'était un mont quelconque. C'est ça. C'est le Mont Albert ou le Mont Jacques-Cartier dans ce coin-là? Non, c'était vraiment au début. C'était vraiment à 50 kilos. Fait que c'était là qu'il a été arrêté. Puis, mais nous, on a commencé à monter. Premièrement, on a commencé à monter avec les vélos. Mais c'est comme... C'est une montagne, là. Genre dans les chic-chocs. Fait que moi, puis il faisait tellement chaud, je suais. J'étais genre, oh mon Dieu, comme j'ai jamais autant sué. Puis je sacrais en montant, puis là, j'étais genre, oh là, on est mieux d'arriver à temps, là. Tu veux pas tout faire ça puis le manquer. Finalement, on arrive, puis là, écoute, là, on attend, puis ça a vraiment pris du temps, puis on a réalisé qu'on n'était pas sur la bonne trail. Fait que là, on capotait, il n'y a pas de réseau. Là, on est genre, oh mon Dieu, c'est sûr qu'il a passé. Puis on l'a pas pogné. Fait qu'on a tellement roulé vite en bas. Puis là, pendant ce temps-là, il commence à pleuvoir, mais genre, pleuvoir à haut. Puis moi, rendu là, j'étais en train de rire. Là. Dans ces situations-là, j'étais genre, oh my God, tu sais, ça peut pas être pire. Puis finalement, après ça, on est rendu à la chute. Puis là, c'est là qu'on a appris qu'Eliott a dû arrêter. Puis après ça, ben, ça n'a pas fini là. Là. Après ça, c'était comme, OK, bon, ben là, il faut aller chercher tous les gens qui sont à différents points. Il n'y a pas de walkie-talkie qui se rend aussi loin. Il n'y a pas de réseau. Fait qu'il va falloir qu'on split up. Fait que nous, on est partis de notre bord. On est allé dans le fin fond creux de genre le parc national de Gaspésie. Puis on a pogné un flat. Il était comme 8 heures du soir. Puis comme le vidéaste était tellement fâché. Puis on avait pris son auto, puis c'était une Volt. Fait qu'ils n'ont pas de spare sur ce char-là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, il était vraiment fâché. Là, on est comme merde. Puis là, on a le walkie-talkie. Là, on essaye, là, on appelle Maxime. Mais c'est mort. Ouais. On est comme là. On a une situation, on est poigné dans le bois, puis c'était comme une rue, mais genre un one-way, là. Fait qu'on a pogné un flat, fait que là, il faut trouver un spare quelque part, fait que là, les autres pacers qui sont descendus, on a pu voir, mais aucun pneu faisait. Finalement, on a réussi à sortir, ben Max est revenu, puis il était comme minuit du soir, puis... tu sais, on pouvait pas rien trouver, là. Fait qu'on est embarqué dans l'auto, on est retourné à la maison, puis c'est ça. Puis là, le lendemain, ben, on a appelé un towing. Là, on est parti à Gaspésie, fait que c'est un autre 2 heures de char, 1 heure ou 2 heures, en tout cas, bref. Le towing arrive. Le towing, juste quand il est avec, c'est comme, tu sais, quand il descend le truc... La plateforme, là? Ben, il casse. Fait que là... Ben voyons! Maxime et Marie-Lou, on part à rire, on est genre, oh mon Dieu! Comme non! Fait que là, il fallait appeler un towing pour tower le towing, puis après prendre un towing pour tower notre auto au Canadian Tire à Matane. Ben voyons donc! Ah, c'était vraiment quelque chose, fait que... Mais c'était drôle. Et moi, j'étais quand même crampée à la fin. J'étais genre, ben là, check. Il n'y a plus rien de pire qui peut arriver. Là. Oh, mais rendu là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de rire? Ça sert à rien de te fâcher. Puis... On va passer à travers, puis c'est tout. Puis ça va juste faire une péripétie de voyage. Puis,
Mais c'était vraiment drôle comme aventure. C'était une grosse expérience. Puis, je pense qu'on ne s'attendait pas tout que ça allait arriver comme ça, mais moi, c'est ça que j'aime des expéditions et des projets comme ça. On y va parce qu'on sait qu'on ne va pas être payé, on sait que ça se peut qu'ils ne réussissent pas. Puis on doit être correct avec ça, mais c'est de pouvoir le faire quand même, puis de supporter cette personne-là, puis l'équipe, puis de pouvoir prendre part dans un projet comme ça. C'est juste c'est une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens tellement inspirants, autant que les pacers, comme Harim, il paçait, puis c'était vraiment intéressant de pouvoir jaser avec lui. Puis écoute, j'ai des amis maintenant que j'ai rencontrés pendant cette expédition-là, puis ouais, je le regrette pas. Ouais, non, mais c'est des expériences comme ça. Puis ça fait il y a une part de risque quand tu tentes un FKT. Puis cette année, particulièrement, beaucoup de gens ont tenté des FKT, puis beaucoup de gens ont échoué des FKT parce que c'est difficile ces choses-là. Puis cette année, ben, avec l'absence des courses, l'annulation des courses, ben, tout le monde s'est mis à faire ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une part de risque que ça ne marchera pas. Puis je pense que ça fait partie de la beauté de la chose aussi, puis de vouloir y retourner, puis de réessayer, puis il y a une détermination là-dedans. Là. On le voyait tous dans le visage à Elliott. On n'osait pas. C'est dur sur le mental. Je ne peux pas imaginer à quel point que ça a dû être difficile d'avaler un peu puis de dire, bon, ben, j'ai pas pu continuer. Mais il est tellement inspirant de pouvoir simplement décider de le faire. Puis les chic-chocs, c'est vraiment c'est intense comme terrain de jeu aussi. Fait qu'il faut se donner ça. Puis écoute, la température était vraiment pas de notre bord. Il a plu, il a fait vraiment froid, comme il a fait vraiment chaud. Fait ça n'a juste pas à donner, mais c'était tellement inspirant. Puis, je pense que tout le monde autour de nous, on était tellement fiers de lui. Écoute, c'était... il va revenir, il va le refaire, puis il va te torcher. Là. Ah oui. C'est clair, là, tu le vois le feu dans ses yeux, puis tu sais qu'il y a plein d'autres projets comme le Western States l'année prochaine et tout. Fait c'est incroyable. Puis je sais que c'est juste le début. Il est jeune aussi dans l'industrie. Il vient de rentrer. Fait puis à la fin de la journée, on apprend tout de nos failures. Moi, je vois pas comme le failure comme wow, un échou, là, vraiment comme oui, c'est sûr qu'au début, ça nous fait sentir comme ça, mais on apprend tellement, puis on apprend tellement mieux que si on réussissait tout. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis, par rapport à tous mes contrats, toutes mes expéditions et tout, mais aussi par rapport aux athlètes qui se donnent à fond, c'est dur, mais en même temps, on apprend tellement. Oui, puis je pense que quand il y a un échec, il y a une introspection qui vient. Puis je suis certain que Elliott, s'il avait réussi son FKT d'une traite, une course parfaite, il le fait en 28 heures comme il voulait ou peu importe, ben, après ça, il passe au prochain projet. Puis est-ce qu'il aurait repensé autant que là, probablement que ça le nourrit quelque chose, puis il a appris là-dedans, puis il y a une introspection de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et tout ça. Puis ça fait que quelques semaines plus tard, ben, à Arikana, grosse deuxième place, puis une solide performance. Une semaine après, Beluga Trail, il a gagné en faisant le FKT du Sentier du Fjord. Fait que je pense que, comme tu dis, on apprend de ces choses-là. Puis je pense que c'est l'introspection qui vient avec un échec ou avec quelque chose qui a moins bien marché, que tu y penses, puis c'est un goût un peu amer peut-être au début, mais je pense que 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, quand tu vois ce que ça t'a permis, ben ça aura permis ça. Ben oui, puis c'est ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment ce mindset-là. Puis, c'est normal là, d'avoir ces émotions-là, un peu de tristesse ou d'être fâché, mais il faut apprendre à accepter ces émotions-là. Pas juste de passer à autre chose, mais juste de les accepter puis de dire, OK, oui, je me sens comme ça, c'est dur, mais quand ça passe, OK, là, OK, c'est quoi ton prochain but? Là? Tu vas réussir, il faut juste pas lâcher puis prendre ça comme une expérience à apprendre. Donc. Oui, puis c'est bon pour tout le monde autour. Puis c'est ce que j'aime avec le balado aussi, c'est de raconter ces histoires-là de plein de points de vue. Parce que j'ai parlé à Elliott, j'ai parlé à Maxime, là, je parle à tous. Il y a comme plusieurs qui étaient sur cette expédition-là. Mais les anecdotes et les histoires de d'autres personnes en inspirent. Puis c'est des apprentissages intéressants. Tu sais, Anne Champagne racontait à quel point son DNF à l'Ultra Trace de Guadeloupe, ça l'a fâché de se rendre compte qu'elle a arrêté, abandonné parce que la tête n'y était pas. Mais elle l'a dit, plus jamais je vais abandonner pour ça. Mais peut-être que quelqu'un qui a écouté ce balado-là, cet épisode-là, dans 1 an, dans 2 ans, va faire une course, puis à un moment donné, il va sentir que
le mental n'est pas là, puis il va se dire « Hey, fuck off, j'abandonne ». Puis finalement, avec du recul, il va se dire « Ah non, je me rappelle de quelque chose que j'ai entendu quelque part, je me rappelle plus où, qui m'avait dit, qui j'avais entendu que faut pas DNF pour une raison seulement mentale, quand c'est juste la tête qui n'est pas là, ça va revenir, c'est des cycles. » Puis c'est ce qui est le fun de vivre cette expérience-là. Puis je suis sûr que Elliott a appris de ce voyage-là, mais tout le monde qui était là, dans cette expédition-là, toi inclus, il y a des apprentissages qui se font, puis ça l'inspire à justement se repousser ses limites quand tu vois un gars comme ça aller au bout des choses. Hein. Puis, tu sais, même, tu sais, la journée qu'Elliott est parti, nous, ben, on est resté là parce que notre auto partait pas. Mais, mais tu sais, Max, tout le monde, on était assis autour de la table, puis on jasait, on était comme, bon, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, à quoi faire la prochaine fois. Fait que, tu sais, c'était vraiment intéressant. Puis c'est la première fois que je participais à une expédition de course en sentier aussi. Fait que c'était vraiment cool de voir cet aspect-là, puis la différence dans le sport, les athlètes, puis tout ce qui est, tu sais, toute la préparation. Mais comme tu dis, tout le monde derrière ce voyage-là, on a tout appris. Fait que si on n'a pas appris quelque chose, ben c'est parce qu'on n'a pas nécessairement compris le but. Non, c'est clair. Fait que, ouais. Ça devait être trippant aussi pour toi. Tu disais que tu avais commencé la course peut-être plus intensément ou de manière avec un objectif précis en tête en janvier, donc 6-7 mois avant cette expédition-là d'Elias. Ça devait être le fun au moment où tu commençais dans le sport, où tu avais des premiers objectifs qui s'en venaient, de le vivre aussi de l'intérieur puis d'apprendre à travers ça. Oui, certainement. Puis, tu sais, juste aussi, tu sais, la dernière année, j'ai pris ça tellement plus au sérieux, mais j'ai rencontré tellement de gens incroyables comme, tu sais, j'écoute des balados, puis celui qui m'a vraiment poigné un peu, c'était justement l'entrevue de Maxime Pimard parce que je l'ai rencontré, puis je suis tellement connectée avec lui, peut-être qu'on se parle pas, puis on se voit pas souvent, mais c'est quelqu'un que, tu sais, je trouve tellement terre à terre. Puis c'est ça que je trouve nice de cette communauté-là. C'est comme Arcana, quand que je parle aux élites à la fin. Tu sais, je parlais avec Catherine, puis je disais, ouais, j'ai mon Québec Megatrail qui était censé être dans un mois. Ouais. Fait on a jasé, puis, tu sais, on a échangé nos numéros de téléphone, puis, écoute, on se connecte sur les réseaux sociaux. Fait puis, tu sais, elle continue de m'encourager, puis je trouve ça vraiment cool. Puis, tu sais, la course en trail, tu sais, c'est un aspect vraiment nouveau en photo que, tu sais, oui, j'en photographiais avant, mais là, dans la dernière année, j'ai vraiment pris une grosse, comme piqûre là-dedans. Mais la raison, c'est la communauté. Puis, tu sais, je surfais beaucoup avant. Fait que c'était un peu la même communauté. Je trouvais que le surf puis la course en sentier, tu sais, c'était chaleureux. On peut se pointer quelque part puis pas se sentir comme si on n'est pas à sa place. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de parler aux gens puis de dire, ben écoute, Alex, si tu marches dans ta course, c'est correct. Même si tu marches sur du plat, puis tu vas réussir, puis il ne faut pas lâcher. Puis c'est toutes des affaires comme ça que je trouvais vraiment intéressant, gentil, que face à d'autres sports qui sont un peu plus compétitifs, comme du track and field et tout, que c'est vraiment plus compétitif, puis les gens ont de la misère à s'ouvrir, puis tu sais, c'est vraiment, ben, c'est no game aussi. C'est ça que j'aime de la trail, c'est juste c'est une famille. Puis moi, je suis enfant unique. Fait que pour moi, c'est tout le temps trouver cette genre de communauté-là où que je peux bien me sentir. Puis la trail, ben, tu sais, oui, ça fait peut-être la dernière année que je prends ça plus au sérieux, autant que pour moi en course, mais aussi en tant que photographe de documenter ces athlètes-là. Mais c'est certainement quelque chose que je vais continuer dans les prochaines années aussi, là. Fait que, mais, tu sais, j'ai tellement rencontré des gens incroyables. Mais entre autres, tu sais, Antoine, tu sais, qui a gagné le 80 kilos, qui est comme athlète en tri. Puis, tu sais, on a commencé à shooter beaucoup cet été. Puis, c'est quelqu'un qui venait de commencer en trail. Puis, je m'en souviens, je l'avais fait à pied un mois avant l'Arcana. Puis, il était tellement nerveux. J'étais genre, mais non, mais inquiète-toi pas. Tu sais, tout va bien se passer. Puis, le voir arriver aussi. Fait que j'avais tellement d'amis qui ont passé la ligne d'arrivée à Arcana. Fait que c'était juste trop beau de pouvoir comme revoir ces gens-là, leur donner un gros câlin, puis être comme wow, puis de prendre une photo, puis leur envoyer après. Puis, fait que, ouais, non, c'est vraiment une belle communauté. Puis, tous les gens derrière
sont incroyables. Que ce soit les bénévoles, que, mettons, Marine qui organise Arcana, que ce soit Max qui est rep pour On ou, tu sais, ma gang chez Arc'teryx, c'est vraiment intéressant, comme Martine est avec Arc'teryx. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir voir tous ces gens-là qui supportent. Il y a une espèce de solidarité à l'intérieur de cette communauté-là qui, moi, j'ai pas retrouvé ça ailleurs, j'ai pas vu ça ailleurs. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous un peu un background similaire où notre parcours scolaire, primaire, secondaire, même cégep, c'est teinté de cette espèce de sentiment de compétition-là, puis cette intimidation-là qui est là, que tout le monde a fini par vivre, tu sais, en genre, puis même ceux que tu pensais à ton secondaire qui étaient un peu bully, tu te rends compte qu'ils ont été intimidés par d'autres. Puis il y a cette game-là qui se joue, qui est hyper toxique. Puis rapidement, tu te rends compte que dans la vie adulte, tu sais, tu te fais dire, ah non, mais c'est pas, tu sais, l'intimidation, là, c'est plate maintenant, mais rendu plus vieux, ça n'arrivera plus. Non, fuck off. Tu sais, l'intimidation se poursuit, puis cette compétition-là, puis à la limite, est pire à l'âge adulte parce qu'il y a une espèce de toxicité, puis de Ben, non-dit, puis de visage à deux faces qui se retrouvent, tu sais. ouais, c'est ça, c'est beaucoup de comparaisons. C'est la communauté trail, tu l'as dit, puis tu disais que tu avais vécu ça un peu aussi avec la communauté en surf, mais il y a ça que moi, ça m'a vraiment frappé fort quand j'ai commencé en trail, c'est que c'est comme le seul endroit ou un des rares endroits où il n'y a pas cette compétition-là, tu sais, puis il n'y a pas de ligne tracée entre qui est élite et qui n'est pas élite. Puis ce qui est le fun, tu sais, c'est qu'il n'y en a pas vraiment d'élite finalement. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça, ou très, 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 très peu. Je veux dire, c'est le 0,01% qui gagne leur vie avec ça. Est-ce que c'est ça qui fait que la communauté est aussi forte ou c'est juste le fait qu'on est du monde qui aime courir, puis se dépasser, puis se faire mal, puis être dans le bois? C'est peut-être juste ces éléments-là que quand tu as toutes ces caractéristiques-là, tu es nécessairement quelqu'un qui a envie de participer à quoi qui est plus grand, puis avoir un sentiment de solidarité. Mais il y a quelque chose dans la communauté trail, dans la communauté de course en sentier qui ne se décrit pas. La preuve, ça fait 10 minutes, j'essaie de mettre des mots là-dessus, puis je ne le trouve pas. Mais cette espèce de solidarité-là, puis tout ce que tu viens de décrire, que la compétition existe. Oui, il y a un classement à la fin, mais le monde entre elles, ils s'en foutent complètement. Je parlais avec Richard Turgeon qui a full expérience là-dedans, qui a fait des gigas ultras, puis le gars, il raconte que lui, il court quasiment pour courir avec ses chums puis boire une bière après la course. Puis la course, c'est comme juste une raison pour faire tout ça. Je trouve ça beau. C'est ça qui est inspirant. Puis de parler avec une Martine qui fait des choses exceptionnelles. Puis dans la communauté de trail, Martine est aussi inspirante que Anne Champagne qui gagne des courses. Puis ils n'ont pas les mêmes temps, ils n'ont pas la même vitesse. Mais fuck, Martine a fait des 330 kilos, puis il n'y a personne qui fait ça dans la vie. Martine, c'est une inspiration pour plein de monde. Puis je pense que c'est tellement des exploits exceptionnels, peu importe le niveau, peu importe le temps que tu le mets. Quand tu passes 160 km, c'est déjà un exploit, puis ça inspire les gens, puis il y a une humilité qui vient avec ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est beau ce que tu racontes par rapport à cette communauté-là, puis c'est le fun de le sentir que tout le monde a ce feeling-là. Je pense peut-être que c'est mon aspect de observatrice puis d'être photographe. Fait, à la base, j'observe ça, mais ce que je trouve aussi, c'est que la communauté de trail, comme tu as dit, c'est ça, il y a quelque chose, mais je pense que c'est parce que les gens qui commencent en course, surtout les ultras, ils le font pas nécessairement parce qu'ils veulent se rendre au podium, mais ils le font par leur dépassement de soi-même. Puis je pense que c'est ça qui est beau, parce que c'est tout le temps un challenge, puis on sait jamais c'est qui va gagner. Ça pourrait être n'importe qui. Puis on l'a vu à Arcana avec au 125 des filles, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, on sait jamais qui va gagner, n'importe quoi qui pourrait arriver. On a des problèmes gastro ou finalement il fait trop chaud, peu importe. Fait, puis là, il y a quelqu'un de nouveau qui gagne, écoute. Fait que je trouve que c'est ça qui est beau. Puis c'est aussi le fait qu'à la base, tout le monde qui court, ben, en fait, tout le monde avec qui j'ai côtoyé, ils le font par eux-mêmes, puis par se dépasser eux-mêmes. Puis je pense que c'est ça qui est beau. C'est pas de se rendre au podium. C'est sûr que oui, à quelque part, quand on est élite, mais encore une fois, on peut pas nécessairement se comparer à, mettons, les gens élites qui font ça de leur vie parce que ils font ça de leur vie. Leur job, c'est de prendre soin de leur corps puis de s'entraîner, mais je trouve ça tout aussi inspirant de trouver quelqu'un qui va courir des ultras, mais qui a une job 40 heures par semaine, qui travaille en bureau, qui doit se trouver le temps pour aller s'entraîner pour pouvoir aller courir. Moi, je trouve ça tellement inspirant également. Fait il y a comme... C'est ça. C'est juste une belle communauté, puis tout le monde a de la...
Tout le monde se mélange bien ensemble. Puis, tu sais, j'ai jamais rencontré Anne Champagne. Ça serait vraiment un rêve pour moi de la photographier en fait. Là. Ça fait longtemps que je la suis, puis je trouve ça tellement inspirant ce qu'elle fait. Puis, tu sais, en écoutant aussi son balado, tout ce qui est rapport avec, tu sais, elle, puis sa santé mentale, puis comment qu'elle a... Tu sais, c'est dur pour quelqu'un à ce niveau-là de se dire, bon, ben je vais rentrer à une course, puis je pense que tout le monde va penser que je vais devoir gagner. Fait que c'est vraiment intéressant de voir cet aspect-là, puis de dire, ben écoute, faut pas penser à ça parce que n'importe quoi pourrait arriver. Puis si on continuellement essaie de se dire, bon, ben faut que je gagne ou tu te compares ailleurs, ben oublie ça, là. Tu réussiras pas, puis tu vas être trop anxieuse, puis tu n'auras pas le fun. Non, exact. Non, c'est fun. At all. Non, tu sais, la pression peut être là, mais le moment que la course part, tu y vas, puis c'est tout. Mais là, je trouve ça intéressant. Tu dis que ton rêve, c'est de photographier Anne Champagne. Moi, je le sais qu'Anne est une auditrice assidue. Anne, d'habitude, écoute l'épisode dans la première journée ou la deuxième qui s'est mis en ligne. Donc, Anne, Alexandra aimerait beaucoup te photographier. Je sais Vous êtes les deux de la Rive-Nord. Je sais qu'Anne est plus... mais bref, vous êtes de la Rive-Nord, couronne large de Montréal, toi à Tremblant. Donc, voilà, c'est dit. Ça serait cool, tu sais. Je trouve que, ben, tu sais, être femme, photographe, dominée dans une industrie d'hommes, je trouve ça vraiment cool de pouvoir documenter les femmes, surtout les femmes entre elles. On les voit, là. C'est comme la différence des femmes qui courent versus les gars dans le line-up. Fait que de pouvoir documenter les femmes un peu plus loin puis de raconter leur histoire, mais aussi en tant que photographe femme, je pense que c'est ça qui est cool, la connexion. Puis ça a été beaucoup mon focus aussi, là, de prouver que, tu sais, on a autant notre place. Mais, ouais, fait que... Mais je pense qu'on a une responsabilité aussi là, par rapport à ça. Tu l'as dit à Ricana, je pense cette année, c'était plus flagrant que jamais le pourcentage de femmes sur le 125. Oui, c'est connu, plus les distances allongent, moins il y a de femmes qui s'inscrivent, alors qu'on se rend compte que les femmes performent mieux dans les extrêmes distances parce qu'elles sont plus endurantes. Mais je comprends qu'il y a toute une part d'entraînement. Puis peut-être que physiologiquement, les femmes courent une petite affaire moins vite. Donc, ce que ça veut dire, moi, dans ma tête, ça ne veut pas dire que les femmes sont plus lentes, ça veut dire que les femmes font plus d'heures d'entraînement pour le même kilométrage. Donc, c'est plus de temps. Donc, tu sais, il y a plein de choses. Puis je reçois bientôt Marie-Ève Trotti, qui est une coureuse super inspirante, qui a un message très fort là-dedans. Puis je vais vouloir qu'on en jase parce que je trouve qu'on a une responsabilité dès qu'on est un média. Dès qu'on, tu sais, je considère média, tu sais, je veux dire, je ne suis pas un média, là, je suis un balado tout seul dans ma spare room, dans mon appartement avec un micro. Mais on a une responsabilité, toi, tu l'as dit comme photographe, d'avoir des sujets, de mettre ça en lumière. Les entreprises qui ont des line-up d'ambassadeurs, ils ont une responsabilité de mettre de l'avant des femmes ou des gens issus de la diversité, peu importe, mais de mettre de l'avant l'éventail de gens. Si tu fais une course, tu regardes, il y a des gens de partout, de tous les backgrounds, mais mettons cette diversité-là de l'avant. On a une responsabilité. Tu sais, moi, c'est quelque chose, quand j'ai parti le projet, ça a été, j'ai pensé au nom, j'ai pensé à ça allait être quoi le concept, j'ai pensé à je veux autant de femmes que d'hommes. Est-ce que à 100 épisodes, je vais être à 50-50, je ne sais pas. C'est une volonté de mettre de l'avant tout le monde qui fait de la trail. Puis on a une responsabilité de faire connaître des personnalités inspirantes, des Martine, des Anne, des Catherine, peu importe, des femmes, des Stephanie Simpson, qui est une des meilleures coureuses d'ultra au Canada, qui a des enfants, qui a une vie professionnelle et tout ça. Mettons ça de l'avant puis montrons que c'est possible. Puis que s'il y a des femmes qui courent puis qui auraient le goût de faire des longues distances, parce que c'est correct de ne pas en faire. C'est bon pour vos jambes aussi de ne pas en faire. Mais si vous avez cette volonté-là, ben ça se peut. Puis voici des femmes qui l'ont fait. Puis je trouve qu'il y a une part de responsabilité. Puis dans une société comme la nôtre, il faut le faire. C'est ça, puis il faut juste dire, ben, tu sais, on est capable. Tu sais, je te dis pas que tu es capable de courir un 50 kg demain si tu n'as jamais couru, mais si c'est ce que tu veux faire, puis tu veux le faire, ben go, fais-le. Tu sais, ça... on dirait qu'il y a bien des années, ça fait quand même longtemps que je suis dans les médias, puis souvent, tout le monde est comme « Ah ouais, tu penses-tu vraiment que tu vas te rendre à la hauteur de Alex Stroll, puis Chris Buckard, puis tout? » Puis j'ai dit « Ben si je pense pas dans ma tête, puis je pense pas, ben non. Mais pourquoi moi, je pourrais pas? » Ben là, tu sais, c'est vraiment dur, c'est la compétition, blablabla. Je suis comme « Ben oui, mais comme pourquoi je pourrais pas le faire? » Ah oui. Faut juste que je mette ma tête là-dedans puis que chaque décision que je vais prendre, oui, ça va être
en lien avec ce but-là. Fait que je pense que ça va aussi avec n'importe qui, en fait, que ça soit femme, homme, nationalité différente. On est tous capables de le faire. Il faut juste le travail. Puis comme je reviens souvent de le dire, ben, la passion, l'authenticité, puis du travail dur, c'est sûr que ça va arriver. Puis, tu sais, c'est quelque chose, c'est vraiment intéressant, le niveau femme-homme. Tu sais, oui, il y a une différence de temps souvent, mais ça me rappelle tout le temps il y a quelques années, j'ai fait à pied une compétition de kayak de rapide, là. Mm-hmm. Puis, il y avait la compétition, fait homme-femme. Puis, à la fin, au podium, les femmes gagnaient moins que les hommes. Comme la première femme a gagné vraiment moins. Ah, la bourse? Oui, la bourse. Puis ça m'a vraiment frustrée. Puis j'ai vraiment lâché un call. Puis mon ami était comme, mais oui, mais tu sais, ils sont bien plus, sont bien plus sportifs. Je m'en sais plus ce qu'il a dit. Il n'y a pas de bonne raison. À pas rapport, ils ont fait la même compétition. Comme pourquoi qu'on peut pas gagner le même montant? Ouais, mais ils ramènent moins de publicité. Je suis comme, mais pis ça! Mais c'est un cercle vicieux parce que si le podium masculin, tu as 20 photographes, puis que après ça, OK, merci, ben maintenant on va faire le podium féminin, vite fait, bien fait, puis tout, ben c'est sûr que ta compétition, tu vas donner plus de visibilité aux hommes, mais si tu donnes la même chance aux deux, ben après ça, tu as déjà de faire une petite coche de plus pour justement attirer des sponsors. Puis non, exact, cet argument-là vaut rien, l'argument de l'attirance médiatique ou marketing, tu sais, c'est un cercle vicieux. Ça, non, ça marche pas. Non, c'est ça. Tu sais, puis comme l'autre fois, tu sais, puis là, ça date de 3-4 ans, mais j'ai photographié une autre course, puis ils m'ont demandé d'être photographe. J'ai dit oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo? Je suis comme, ben oui. Fait que là, tu sais, je me disais, ils allaient annoncer les photographes. Mais en fin de compte, ils m'ont seulement annoncé parce que j'étais la seule femme photographe sur le terrain. Puis ça aussi, ça m'a choquée, parce que j'étais comme, mais pourquoi? Est-ce qu'il faut qu'on vous donne un prix? Genre, comme c'est ça. Vous avez engagé une femme photographe? Non. Voulez-vous faire taper dans le dos, c'est quoi? Ouais, fait que c'est aussi, tu sais, je leur ai envoyé un message mais pourquoi vous avez publié ça? Tu sais, je pensais que vous allez faire le line-up de photographe. Finalement, c'était juste pour dire que vous m'avez engagée puis je suis la seule femme. Tu sais, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a frustrée. Puis je pense que oui, tu sais, on est dans un monde où que ça commence à changer. Puis les gens commencent à réaliser que l'inclusivité, autant mentale, physique, féminine, peu importe, il y a sa place, puis il faut juste l'incorporer, mais on a encore beaucoup de travail à faire, mais ça s'en vient, puis je pense que, au lieu de dire de tous les problèmes qu'on a, c'est de focusser sur le positif aussi, puis de voir qu'on a des gens incroyables comme Martine, qui est super inspirante, Anne Champagne, puis tout le monde qui est comme, qui sont là, qui sont en train de faire le mouvement, puis de prouver que oui, les filles, on a notre place. Fait que, moi, d'après moi, d'ici quelques années, ça va être vraiment intéressant de voir tout ça. Là. Exact. Je pense qu'il y a des efforts à faire pour que ça devienne facile de plus faire des efforts. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais c'est présentement qu'il faut faire des efforts, puis pour mettre en place des choses pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ait pu en mettre, que ce soit juste naturel, ce qui devrait déjà être le cas. Ouais. Avant de terminer, j'ai le goût de te lancer une question que tu as lancée à tes abonnés sur les médias sociaux. Puis je serais curieux de t'entendre. Quand c'était le jour de la montagne en décembre, tu avais demandé à tes abonnés ce qu'ils aimaient tant de la montagne puis ce que ça leur apportait. Je te relance la question. Qu'est-ce que tu aimes de la montagne puis qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, la montagne, pour moi, c'est tout plein de choses, mais je dirais plus quand j'ai du stress post-traumatique, j'ai des problèmes d'anxiété. Fait que pour moi, chaque fois que je me sentais vraiment pas bien, puis vraiment bas, ou j'avais beaucoup de difficultés dans les moments difficiles dans ma vie, je me suis toujours retrouvée en montagne. Que ce soit d'aller courir ou d'aller en rando ou d'emmener ma photo avec moi. Fait que pour moi, la montagne, ça m'apporte une forme de calme, d'apaisement, mais aussi de thérapie, mais aussi un challenge. Parce que, on entend souvent la citation de, il faut gravir des montagnes pour comme passer ou il faut monter la montagne pour la redescendre puis passer à autre chose. Fait que pour moi, ça a tout le temps été un peu ça,
ma vision des montagnes, c'est de pouvoir, oui, ça va être vraiment dur, la gravir, c'est challengeant, ça va te tester, mais c'est que du bon. Puis arrivé en haut, tu vas voir la belle vue, tu vas voir tout ce que tu as accompli, puis tu vas être contente de ça, tu vas être fière. Fait que pour moi, c'est un peu tout cet aspect-là. Puis, tu sais, c'est drôle, mais pour moi, la montagne, c'est un challenge, mais c'est aussi apaisant. Fait que, tu sais, le nombre de fois que je monte le pic Johansson, puis, tu sais, j'ai mal partout, mais en même temps, j'arrive en haut, puis, waouh, là, je viens de faire 15 kilos, là. Tu sais, c'est cool, c'est un beau feeling, puis je me sens bien, mais c'est la même chose spirituellement un peu quand que, tu sais, je pense à ça, quand ça va vraiment pas bien, ben, tu sais, va en rando, va faire quelque chose, mais retrouve-toi en montagne, puis tu vas juste voir, ça va t'apaiser autant que ça va te faire travailler. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé cette question-là que j'ai demandé à mes abonnés parce que, tu sais, j'ai tellement eu des belles réponses, puis je pense que, tu sais, on associe toutes nos montagnes à quelque chose. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant à poser comme question. Une portion à la fois philosophique dans tout ça qui est le fun, puis la montagne, c'est exactement ça, tu sais. Puis quand ils disent qu'un ultra, c'est comme une vie, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Puis dans un ultra, si tu veux, surtout quand tu fais le QMT 50, il y a des hauts et des bas, mais on apprend de ça. Puis je trouve ça intéressant, tu sais, que tu puisses parler de ton expérience personnelle un peu sans tabou. Puis on parlait tantôt de donner de la place aux femmes et tout ça dans les médias, dans chaque petit média, que ce soit un balado ou le téléjournal. Mais je pense que c'est pareil pour tout ce qui est santé mentale. Je pense longtemps, ça a été un tabou, puis c'est un terme qui, tu sais, le terme santé mentale, pour les gens, ils ont encore l'espèce d'idée des films qui se passent dans des asiles et tout. Mais non, mais santé mentale, tout le monde en a une, puis tout le monde doit en prendre soin, puis d'essayer de démocratiser ça, puis d'en parler comme tu le fais. Puis je sais que tu t'impliques aussi auprès de l'organisme Dis-moi, et tu sais, que tu en parles ouvertement. Puis je trouve que, en fait, je voulais juste te le dire que c'est inspirant de voir ça, puis que tu es courageuse de le faire, mais que c'est ça qui va faire le changement, c'est d'en parler sans tabou, parce qu'il y a un gros nœud à défaire dans notre société par rapport à ça. Là. Il y a encore un gros tabou, puis tu sais, c'est comme les médias surtout, comme « il y a un tueur en série, il y a un problème de santé mentale. » Fait que, tu sais, on est comme, tu sais, moi, je regarde ça, je suis comme, moi, je veux-tu aller faire quelque chose de pas bon? Non, là, mettons que je suis correcte. Puis, tu sais, dans le fond, moi, c'est ça, moi, je suis avocate en santé mentale. Écoute, ça fait depuis que je suis née que j'ai des troubles en anxiété. Puis le stress post-traumatique, ça a été vraiment difficile pour moi de m'en passer. Puis longtemps, j'en parlais pas aux gens. Je gardais ça tout en dedans de moi, mais quand j'ai appris d'en parler, c'était bien. Puis que oui, j'ai assez un gros following pour que les gens m'écoutent puis qui essaient de comprendre. Pour moi, c'est comme, OK, oui, je pourrais avoir plein de followers, mais si je prends pas le temps de parler un peu de ce tabou-là, ben à quoi ça sert d'avoir autant de following, tu sais, comme faut faire quelque chose, puis, fait que pour moi, d'en parler, oui, tu sais, c'est vraiment difficile, puis je me le fais demander souvent, ou je me le fais rapprocher souvent, « tu devrais pas t'ouvrir autant. » Puis non, puis j'ai tout le temps la même discussion avec ces gens-là, puis je dis, si je m'ouvrais pas, comme les gens autour qui se sentent un peu comme moi, qui ont peur de s'ouvrir, comprendront pas, puis se sentiront seuls. Puis la santé mentale, c'est vraiment ça. Souvent, les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, ils se sentent incroyablement seuls. Même s'ils savent qu'ils ont une famille, qu'ils ont des amis, c'est souvent ça, c'est un cercle vicieux. Fait que de savoir qu'on n'est pas seul, c'est ça qui est important. Puis, fait que c'est un peu comme mon advocation, genre de pouvoir m'ouvrir sur ça puis dire que oui, tu sais, il y a encore un gros tabou, il y a beaucoup de travail à faire, mais de raconter mon histoire puis aussi de partager mes trucs, comment je fais pour m'aider, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, les statistiques canadiennes, c'est que 1 sur 4 vit avec des problèmes de santé mentale. Puis sur ce statistique-là, seulement 1 sur 3 reçoit l'aide nécessaire. Fait qu'il y a un gros pourcentage de gens au Canada qui ne reçoivent pas les bonnes thérapies ou les bons
programmes pour leur aider. Fait qu'il faut vraiment commencer à bouger les choses puis de se dire, ben OK, là, il y a un manque incroyablement de fonds en santé mentale. Fait que la prochaine fois que je vais donner un don, ben je vais le faire pour ça. Ou, tu sais, s'il y a des athlètes qui veulent faire des courses, ben, tu sais, peut-être faire un aspect sur ça, surtout avec tout ce qui se passe avec la COVID. Oui, c'est vraiment particulier ce qu'on se passe cette année, mais le nombre puis je me suis renseignée, puis le nombre de suicides qu'on a reçus depuis la COVID, c'est incroyable, puis ça fait vraiment peur. Fait qu'il faut commencer à en jaser, puis pour que ça change, il y a certaines gens comme moi qu'on doit devenir un peu inconfortable à en jaser pour créer un awareness, pour justement faire bouger les choses, puis se dire, bon, ben écoute, faut le faire. Puis oui, tout le monde a une santé mentale. Puis tout le monde, tu sais, vit des bas et des hauts en santé mentale. Tu n'es peut-être pas diagnostiqué trouble personnalité aiguë, mais tu vas quand même peut-être avoir un épisode de dépression dans ta vie. Tu sais, on connaît tous, soit nous ou quelqu'un dans notre entourage qui a vécu avec ça. Fait que, tu sais, c'est simplement être aware of that puis voir comment on peut avancer les choses. C'est à ton honneur de le faire puis d'avoir cet espoir-là que ça change. Puis je pense que ça prend plus de gens comme toi qui le font. Puis il faut en parler, tu sais, comme tu le dis, en ce moment, la COVID fait peut-être mettre le spotlight un peu plus sur cette situation-là. Puis tant mieux, ça peut permettre de déplacer des fonds, comme tu dis, ou de rendre, de faire connaître ces choses-là parce que il n'y a pas pire qu'un isolement puis un confinement pour ça. Tu sais, le nombre de personnes qui peut-être n'avaient pas conscience qu'il y avait des challenges en santé mentale parce qu'ils j'aime pas le terme saouler, mais tu sais, que dans la vie de tous les jours, tu as le travail, tu as la course, tu as plein de patentes, puis tu te saoules à travers tout ce qui se passe, puis ça fait que tu n'as pas besoin d'y penser, puis c'est correct. Peut-être que c'est une bonne façon de le vivre. Là, tu tombes tout seul entre quatre murs depuis 10 mois, puis on se doute que c'est encore pour peut-être plusieurs mois. Ben, c'est certain que ça fait ressortir des choses, puis les gens ont besoin d'aide, puis en ce moment, le système ne fournit pas, puis ça démontre un problème plus grand. Là. Vraiment. Puis, tu sais, pour tous ceux qui ont besoin d'un support incroyable, il y a un organisme à Montréal. C'est une bonne amie à moi, Lisa Marie, qui l'a fondé. Ça s'appelle Humain avant tout. Puis, dans le fond, eux, ils ont un site, c'est un organisme qui aide à briser les tabous en santé mentale. Donc, ils racontent des histoires des gens, mais aussi, ils ont plein de ressources sur leur site. Fait que ça soit pour les gens qui savent pas comment aider quelqu'un qui en a besoin ou pour quelqu'un qui en a besoin. Ils ont plein de statistiques, ils ont plein d'informations qui sont vraiment intéressantes pour juste un peu comprendre mais aussi quoi faire. Puis leurs réseaux sociaux sont vraiment le fun. Tu sais, ils posent souvent des questions, ils vont partager. Fait que c'est vraiment une belle communauté pour tous ceux qui en ont besoin en ce moment, surtout avec la COVID. Tu sais, on est en confinement, donc c'est pas évident. Non, je pense que ça exacerbe tout ce qui pouvait peut-être être là, mais là, tout est pire parce que il reste que ça. Tu es seul entre quatre murs. Mais c'est quoi le nom de la fondation? On va le répéter. Puis, Humain avant tout. Humain avant tout. Donc, même s'il y a des gens qui écoutent en ce moment et qu'ils se reconnaissent là-dedans et qu'ils se disent, ben, peut-être que j'aurais besoin d'en parler, il y a plein de ressources. Ouais. Voilà, Humain avant tout, ça peut changer des vies littéralement. Mais merci d'avoir partagé ça. On est tombé dans les grandes discussions, mais je pense que c'était nécessaire. Puis, tu es une super ambassadrice pour le plein air et pour tout à travers ta photo, à travers ton art, à travers ton métier. Mais j'ai comme découvert une autre facette. Puis on n'a quasiment pas parlé de photo. Puis je le disais en ouverture, tu as vraiment beaucoup de talent. Puis allez voir. C'est quoi ton site web? C'est Alex... C'est Alex CD Photographie avec un Y. Mais tous mes réseaux sociaux, c'est ça. Voilà. Vraiment... On tape ton nom sur n'importe quel réseau social, puis on te trouve. Exact. Puis allez voir ce qu'elle a fait. On n'aura pas eu beaucoup l'occasion d'en parler, mais on a parlé des aventures que la photographie t'a permis. Mais j'ai surtout vraiment apprécié tout le courage que tu as d'en parler, de ce que toi tu as vécu, mais de comment on peut aider les gens, puis comment on peut justement faire une différence. Fait que c'est vraiment très inspirant, puis c'était vraiment très intéressant comme discussion. Merci. Ben, merci à toi. C'est un honneur de faire partie d'un balado. C'est mon premier. Oh shit, tu cassais la glace. Tu casses la glace. Oh yeah! Ben, comme tu le sais, moi, je t'amène toujours avec une petite portion. 10 questions éclairs, NAC.
Donc, 10 questions A ou B à répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT masculin appartient à Richard Turgeon en 25 secondes. FKT féminin, Isabelle Morin en 22 secondes. Fait que épisode 21 et 22, mes deux derniers invités ont fracassé le FKT. Fait qu'on va voir si ça va se poursuivre. Il n'y a pas de pression, mais 22 secondes chez les fans, c'est très rapide. Mon anxiété! Non, Ben non, il n'y a pas de stress, c'est juste pour s'amuser. C'est les FKT les plus faciles à accomplir. Rien qui se compare avec les tentatives de Elliott et tout le reste de cet été, mais ça finit bien l'épisode. Fait que tu me dis quand tu es prête, j'ai 10 questions pour toi. Prête. Route ou trail? Trail. Tremblant ou Charlevoix? Tremblant. Prendre en photo un paysage ou une personne? Une personne. Café ou thé? Café. Questionnaire, l'ancien logo ou le nouveau logo? Nouveau logo. Grimper ou courir? Courir. Argentique ou digital? Digital. Hiver ou été? Oh mon Dieu! Je vais dire hiver. Courir seul ou en groupe? Seul. Canon ou Nikon? Canon. 30 secondes pile. Ah! C'est hiver ou été qui est venu tout planter parce que t'étais, je pense que tu étais vraiment sur un pace, disons-le comme ça, pour faire une performance dans le range d'Isabelle Morin à 22 secondes. Et hiver ou été est venu te... Hey! Mais écoute, j'aime tellement l'hiver autant l'été. C'est vraiment dur à choisir, honnêtement. Chaque saison est assez intéressante. Surtout au Québec, tu sais, il y a tellement de... La lumière, elle change tout le temps à chaque saison. Fait que c'est... Tu sais, la lumière hivernale, par contre, est dure à battre. Tu sais, c'est vraiment cool. C'est... Les journées les plus belles, c'est les journées les plus froides. Comme dimanche passé, quand je suis allée grimper la montagne verte avec mon copain quand il faisait moins 30 pour aller voir le lever du soleil. Ah, mais c'est vrai que c'est là, c'est tout le temps ça, l'hiver. Hein? C'est soit il fait doux, mais tu cours dans le slush ou dans la neige qui vient de tomber, ou soit il fait moins 30, mais moi, je suis à côté du fleuve Saint-Laurent à Québec, puis moins 30, je veux dire, j'ai la plage de quartier à moi tout seul, puis c'est les plus belles journées. Il y a comme une couche de je sais pas, c'est pas du brouillard, mais tu sais, le froid intense, c'est une espèce de nuage sur le fleuve, puis c'est hallucinant. Cool, c'est tellement beau. En tout cas, toutes les saisons au Québec, là, on est vraiment chanceux de pouvoir avoir un hiver. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'hiver, ils ont froid, mais on est tellement chanceux. Tu sais, ça me fait juste penser vite à une fois quand j'ai shooté au Nicaragua, puis tu sais, j'ai rencontré tout le monde que je rencontrais là-bas, c'était tous des locaux qui disaient free au Canada, free au... Ils n'ont jamais su c'est quoi le froid. Fait que je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir vivre ça. Oui, puis pour une photographe, ça doit être intéressant parce que tu as l'embarras du choix qui se renouvelle aux 2-3 mois. Oh, oui. Imagine habiter à Phoenix, en Arizona. Là, je veux dire, tu as le même paysage puis le même climat 12 mois par année. Il fait juste 100 Fahrenheit au lieu de 120 pendant l'hiver. Là, c'est comme au Québec, ça change. Tu clignes des yeux puis tu as changé de décor. Là. Vraiment, vraiment. Ben, un gros merci, Alexandra, d'être venue jaser de trail, de photos, d'aventure avec moi. Merci à toi. Puis, Au plaisir de se croiser une ligne d'arrivée, une ligne de départ, parce que là, ton QMT, ben là, disons, avant de conclure, c'est quoi ta saison l'an prochain? Tu parlais, tu as le QMT 50 qui revient. Oui, c'est ça. Fait que j'ai le QMT, j'ai l'Arcana, puis j'ai sûrement le Bromont, puis je pense peut-être faire la Gaspésia. Yes! Mais c'est ça, c'est pas encore défini. Je sais pas, je suis genre vraiment comme une fille in the flow. Ah oui. Puis paf! Mais ouais, on va voir. La Gaspésie, c'est beau. Moi, je l'ai faite il y a 2 ans, surtout en crew, mais... Puis j'ai entendu tellement des bonnes choses. Puis elle est quand même facile. Ben, elle est pas facile, mais quand même le fun. Puis elle est quand même accessible à faire. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est sûr que le classique Salomon à Tremblant, c'est ça, Tremblant, c'est les sentiers que je cours à chaque jour, presque. Donc, sûr que je vais le faire. Ah oui, c'est clair. Je pense que c'est 30 kilos, là, le plus gros. Fait. Ouais. C'est un bon week-end choc, le 30 kilos. Des fois, c'est le fun de faire des événements. Pour l'aspect communauté, tout ça, mais des fois, de faire des événements en build-up pour autre chose, c'est toujours bien trippant. Ben aussi, juste de courir dans ton sentier local. Là, puis, je cours tout le temps. C'est fun de pouvoir... OK, go!
Ah oui, c'est clair. Ben, au plaisir de se voir au QMT, à Ricana, peut-être en Gaspésie. Moi, je vais être à Bromont aussi. On a comme les mêmes courses, fait que ça sera l'occasion de se croiser puis C'est ça qu'on croise. de jaser en vrai plutôt qu'à distance. Hein. Mon chien avec moi. Ben oui, exactement. Il était calme. Finalement, on ne l'a pas entendu de l'émission. À ceux qui font juste l'écouter sur Spotify ou peu importe, il y avait un chien présent dans le cadre de caméra toute l'entrevue, puis on ne l'a pas entendu. C'est un bon chien. Oui, très bon chien. Un gros merci, Alexandra. Puis merci à tout le monde qui nous écoute semaine après semaine. C'est trippant de vous lire, c'est trippant de vous voir réagir à mes invités. Puis je pense que cet épisode-là va faire réagir. Pour vrai, c'est un gros coup de cœur, en tout cas pour l'animateur. J'espère que ça le sera aussi pour les auditeurs. Mais c'était vraiment une super discussion. Puis un grand plaisir de te parler, Alexandra. Merci beaucoup. Merci à toi encore une fois. Et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois où je recevrai pour la première fois un duo. Donc, je reçois Joanie Desroches et Julien Lachance, un couple de coureurs, de triathlètes. Donc, c'est un spécial quasiment à Saint-Valentin. Ça va sortir le 10 février. C'était pas prévu, mais on s'est rendu compte, hey, un couple à Pas sorti du bois le 10 février, c'est quasiment concept. Donc, surveillez ça pour l'épisode 24. Puis, merci Alexandra, merci à tout le monde et à bientôt. Bye!